Philippe Echaroux, bonjour. Salut. Alors là, on est dans un lieu vraiment symbole, bon, pour beaucoup de Marseillais forcément, mais aussi symbole pour toi parce que tu y as fait une prestation. Et alors j'aimerais bien que tu nous en parles. Là, il n'y a personne précisément. Quand tu es arrivé là, il n'y avait personne. Et puis tout d'un coup, il y a eu 10 minutes, tu as rempli les gradins. Et comment tu as fait? Alors en fait, ça s'est passé pendant le confinement et c'était le moment où les stades étaient vides. Et j'avais proposé en fait au stade de faire un clin d'œil en plaçant des supporters physiquement, si on peut dire ça, grâce à de la lumière, sur leur lieu de vie en fait, qui sont les virages ou les tribunes. Et du coup, on a passé une journée ici, on a photographié des supporters le matin, assidus, des gens dont c'est vraiment leur vie, qui sont passionnés. Et le soir venu, on les a projetés, donc des grands portraits, sur notamment là où c'était écrit Marseille. Donc voilà, on a fait vivre le stade un petit peu comme ça sur le temps d'une journée, quoi. Alors voilà, précisément, ça c'est ton métier. Tu es street artiste, ouais. Donc tu photographies les gens, Ouais. Tu t'en es fait une spécialité militante, c'est ton métier, photographe, Ouais, tout à fait. Et puis tu les projettes en grand sur des décors naturels ou pas naturels, des décors urbains comme ici au stade, mais aussi les gratte-ciel de New York, aussi la forêt d'Amazonie, on va en parler. Tu t'es illustré ici à Marseille aussi avec un autre symbole, c'est notre Zizou favori, et tu l'as reprojeté alors qu'il avait disparu de son mur, le pauvre. Exactement. Et tu nous l'as reprojeté. Tiens, raconte-nous un peu cette épopée là, parce qu'elle était amusante. Ouais, en fait, donc moi je suis photographe au départ, je suis portraitiste, chose que je fais toujours, donc j'ai bossé pour de la presse ou de la pub, des choses comme ça. Aujourd'hui, je fais plus que de l'art, c'est un choix, quasiment à 100%. Mais du coup, j'ai décidé, il me manquait un côté plus social en fait. Et j'avais envie de faire de l'art dans la rue pour parler à des gens comme moi qui ne vont pas au musée ou dans les galeries. Et étant photographe, ma marque de fabrique c'était une maîtrise de la lumière. Donc je me suis dit, fais de l'art avec de la lumière, ça fait du sens. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que ça ne laissait pas de traces. Ouais. Et c'était respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que du tag écologique. Exactement, et éphémère en tout cas. Éphémère. Donc au début, c'était pas tant écolo parce qu'on utilisait un groupe électrogène au tout début. Après, on a essayé de faire ça avec des batteries. Et aujourd'hui, j'essaie au possible de recharger mes batteries au solaire avec les contraintes que ça a. Donc j'essaie d'avoir le moins d'empreintes possible. Mais mon but, c'est pas de marquer le lieu, c'est de marquer l'esprit des gens en fait. Il faut que ça continue à vivre là-dedans. Et pendant l'année de la culture en 2013, on a préparé ce projet en sous-marin, donc en secret. Et j'ai contacté Zidane, qui, je ne sais pas comment, il m'a répondu positivement, genre ok, je suis d'accord pour que tu me fasses un portrait. Et du coup, je me retrouve à aller shooter Zidane à Madrid. Et donc, je décide pour lancer ce projet-là, que j'avais appelé à l'époque Painting with Lights, mais qu'après la presse a appelé Street Art 2.0. Je lui dis, je voudrais te remettre sur ton mur en fait. Ça serait génial, ça me permet de faire ça un soir. Et bon, lui donc a adhéré. Et un soir de février glacial de 2014, on a projeté donc Zizou sur son mur. Et on a laissé planer le doute, on faisait ça avec la Provence, sur qu'est-ce que c'était que ça. Et en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que Zidane venait de passer son diplôme d'entraîneur. Et du coup, je reçois un petit texto de son frère qui me dit là, il faut que tu dises que c'est un projet d'art parce qu'il ne va pas rentraîner l'OM, quoi. Du coup, ça a fait tout un. Et voilà, on a diffusé ce projet-là, ce qui est devenu mon métier aujourd'hui, en diffusant Zidane sur la corniche, en mettant sur ce petit happening. Et après, on a expliqué que c'était un projet d'art et on a expliqué ce que c'était, quoi. Forcément, on pense à JR quand on pense à des photos, portraits projetés en grand. Alors toi, tu les projettes, lui les imprime, et donc un peu moins écolo. Donc on dirait un JR 2.0. En fait, mon approche, ça a été de me dire, si justement je refais ce que font d'autres artistes, je suis interprète, je ne suis pas artiste. Pour moi, un artiste, il crée sa manière de s'exprimer. Donc j'ai découvert le street art que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des gens comme Banksy, comme JR, comme Shepard, bon, il y en avait plein. Je me suis dit, ok, il ne faut pas faire ce qu'ils font. Toi, tu es photographe, tu as ces outils-là. Très bien. Donc si tu fais un truc, tu ne vas pas faire un collage, tu ne vas pas faire un graphe, parce qu'il y a déjà des mecs qui sont hyper bons là-dedans, ceux qu'on a cités. Il faut que tu trouves ta manière d'en faire. Donc j'ai commencé à faire ça, ouais. Et au début, on projetait des portraits sur les murs. Après, on est venu à projeter des portraits sur les arbres, donc qui se différencient complètement. Mais du coup, voilà, ma démarche a été de dire, il faut que j'invente ma propre façon de m'exprimer. Cette façon-là, elle s'est ensuite diffusée, j'allais dire, elle a infusé dans tes propres convictions. Alors moi je pense au projet amazonien par exemple, ça c'est un vrai projet d'engagement en faveur des tribus autochtones, en faveur des peuples autochtones. Raconte-nous comment t'es venue cette idée-là d'abord. Disons que moi je viens des sports de pleine nature et j'ai toujours eu cet engagement écologique sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que ça faisait partie de nous. Puisque quand on grandit à faire des sports dehors, enfin de l'escalade, du kitesurf, des choses comme ça, on a, je pense, forcément une sensibilité écologique, puis c'est notre terrain de jeu et de vie. Et du coup, quand j'ai commencé à projeter sur les arbres, en effet, je me suis dit oui, c'est intéressant parce que ça défend des choses qui me touchent. Et ce que je trouvais intéressant, c'était, je pense que pour parler aux gens, il faut leur parler de choses qu'ils connaissent déjà,
à 80% pour glisser les 20% de choses que tu veux faire passer. Et je me suis dit, si je veux parler d'écologie, le plus gros symbole, avec des icebergs, forêt amazonienne. On pense à déforestation, on pense à forêt amazonienne. Même si l'ensemble du CO2 n'est pas recyclé par la forêt amazonienne, loin de là, il y a la vie sous-marine. Mais en tout cas, symboliquement, c'était ça. Donc j'ai fait des recherches et mon truc, ça a toujours été de projeter des gens du lieu dans leur environnement. Que ce soit un supporter de l'OM dans son environnement ou un Indien amazonien dans son environnement. Mais ta matière première, c'est quand même l'homme. C'est l'humain. Ouais, c'est c'est toujours, c'est-à-dire que moi, je suis qu'un médium entre, on va dire, eux et ce qu'on peut produire. C'est une œuvre qu'on crée à deux. C'est pas moi qui viens faire une œuvre d'art en fait. C'est d'une rencontre avec des gens, supporters, indiens, peu importe, on va créer quelque chose. Et les Indiens, forcément, ça a illustré un problème qui nous touche tous, puisque ce qui se passe là-bas nous touche aussi. Enfin, eux ne respirent plus, nous on ne respirera plus. Et après, je ne suis pas là pour donner des leçons. Un artiste, c'est pas là pour faire c'est pas un politicien. Par contre, je suis là pour essayer d'éveiller et lancer des étincelles. Je me suis dit, en allant rencontrer ces gens, en les montrant, et montrant la rencontre avec eux, eh ben, on va essayer d'illustrer ce qu'ils vivent. Ils se sont prêtés au jeu facilement? À fond. Ouais. Moi, en fait, je ne savais pas, je les ai contactés, ça a mis 2 ans. C'est compliqué d'entrer en contact avec des Indiens. C'est plus compliqué qu'avec Zizou? Bah, pour le coup, différent. Par contre, ils connaissaient Zizou, ça c'est assez marrant. Et voilà, il y a des choses qui traversent toutes les cultures. Zidane, le foot, c'était au Brésil, hein, donc bon, forcément. Mais ils se sont prêtés au jeu et du coup, ça les amusait. Mais je savais pas quelle allait être leur réaction quand ils allaient voir un visage sur un arbre. Est-ce que pour eux c'était mystique? Est-ce que pour eux c'était pas bien? Est-ce que pour eux c'était bien? Pour eux, c'était juste marrant. Parce qu'ils n'ont pas de rapport à l'art, en fait, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas ce côté précieux qu'on peut avoir nous. Mais voilà, ils ont plutôt un rapport de l'instant présent et on passe un bon moment. C'est plutôt ce truc-là pour eux. Le portrait, l'exercice photographique du portrait, c'est quand même un exercice qui est très intrusif, Un peu, ouais. qui touche à l'intime. Est-ce que l'artiste que tu es a un rapport particulier justement avec cet intime-là? Et comment tu opères pour obtenir cette matière, ces regards qui sont puissants, qui sont forts et qui véhiculent précisément les messages que toi tu as envie de faire véhiculer? En fait, je dirais que je le réfléchis pas. C'est-à-dire que j'ai une approche du portrait qui est assez risquée. C'est-à-dire que je shoote les gens très très rapidement. Pour la bonne et simple raison que ni toi qui es en face, ni moi avons besoin de réfléchir. Que ce soit une personne connue comme Zidane ou un supporter qu'on a shooté là, qui avait peut-être jamais été photographié dans le cadre d'un petit studio portable, c'est pareil. Ça reste un humain qui généralement passe pas forcément un bon moment, avant d'avoir un ego surdimensionné. C'est un peu comme le dentiste, quoi. Enfin, quand c'est fini, on est content, on le teste en ce moment. Voilà. Mais non, l'idée c'est de l'instinctif. C'est-à-dire qu'il faut que personne réfléchisse et c'est comme ça qu'on peut choper quelque chose de naturel ou pas. Et par contre, mon approche est de dire si ça marche pas, c'est pas grave. Je suis pas chirurgien cardiaque, il n'y a pas de problème. C'est une photo, on s'en fout, ça n'a pas marché, on est déçu, et on recommencera dans 10 minutes ou on recommence pas, si c'est pas le bon moment. Donc en tout cas, pour moi, le portrait, c'est la résultante d'une rencontre qui se passe à un instant T. On fait une photo maintenant, on la refait cet après-midi, ce sera pas la même. C'est comme ça. Elle est peut-être mieux, elle est peut-être moins bien, elle existe. Dans ta carrière, qui est encore relativement courte, ouais, elle est jeune, j'espère. Jeune carrière, quels sont les moments qui t'ont le plus marqué dans cet exercice de projeter? C'est dur à dire en fait, parce que chaque projet est... en fait, les débuts c'était un peu magique parce que c'était de la bidouille, on cherchait. Enfin, voilà, ça a ce côté naissance qui est vraiment génial. Après, forcément, rencontrer un Zidane qui adhère à ton propre projet, qui sort de nulle part, c'est chouette. Mais ce qui m'a intéressé, c'est pas parce que c'est Zidane. C'était un mec qui ne s'intéresse pas plus que ça à l'art, de ce que j'ai compris, qui aimait bien ce projet-là. Il me dit, ah ça c'est cool, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là. Que ce soit Zidane ou quelqu'un, je m'en fous. C'est juste quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à l'art et a l'air d'apprécier ce truc-là. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Donc ça m'a, disons, encouragé. Après, forcément, rencontrer des Indiens, c'est génial à titre humain. Je ne parle pas du côté artistique. À titre humain, ouais, c'est chouette à faire. Et là, on a été en Inde avant le premier confinement. Donc oui, c'est aussi... j'ai pas un souvenir précis. Je mesure juste la chance que j'ai, qui est nourrie d'efforts. De pouvoir voyager dans le monde des humains. Et surtout, d'essayer d'apporter quelque chose aux gens. Alors précisément, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans de l'art éphémère. Complètement. Donc une fois que tu as appuyé sur le bouton off de ton projecteur, ça disparaît. Complètement. Et qu'est-ce qui reste de cet art-là? Alors il reste un tirage photo. Voilà. Mais au début, c'est très con. Au début, je prenais ça en photo avec mon téléphone pour montrer aux potes. D'accord. Et après, je me suis dit, mais t'es photographe. C'est un exercice, un exploit quoi. Non, c'était juste un souvenir. Ouais. C'était, ah ça marche, regarde, ça fait ça sur le mur. Et je me suis dit, mais t'es con, t'es photographe, fais une photo. Et après, du coup, on a fait des photos.
Et donc aujourd'hui, je gagne ma vie comme ça par des commandes d'exposition par des mairies ou des institutions, donc d'exposition in situ où les gens voient des vraies projections le soir, ou alors des ventes de tirages d'art. Et donc en fait, on prend en photo nos installations. Donc l'œuvre, elle est un peu double. Elle existe en réel pendant un temps donné, et après elle existe sous forme d'œuvre d'art, j'espère à jamais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux œuvres différentes. Des fois, ça va mieux rendre en photo qu'en vrai, des fois, on n'arrive pas à retranscrire en photo ce qui est en vrai. C'est assez là-dessus, je laisse faire, quoi. Pas de... Donc la projection, le tirage, et puis on parle de plus en plus de l'art virtuel, c'est-à-dire l'art qui n'existe pas, il n'a aucun support, mais il est présent sur les réseaux de façon numérique et il est tagué avec un numéro de série, on peut dire ça comme ça, issu de la blockchain, enfin ou garanti par la blockchain et qui en fait une œuvre, soit une œuvre unique, soit un tirage limité. Est-ce que ça aussi ce sont des terrains que toi tu vas explorer? Pourtant, en fait, je m'y intéresse parce que ça fait partie de mon métier, je suis quelqu'un de curieux, donc je m'intéresse aux nouvelles technologies. J'y comprends pas forcément grand-chose, mais j'ai essayé de comprendre le fonctionnement, je le trouve magnifique en fait, cette idée de finance décentralisée en fait. Je sais pas si à mon avis c'est trop utopique pour marcher et ça sera forcément contrôlé tôt ou tard. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les NFT, je trouve que l'idée est belle. Et pour l'instant, j'observe ça un peu de l'extérieur. NFT, c'est la technologie qui permet. Exactement, c'est ça. C'est le nom de ce tag d'œuvres d'art, qui peuvent être des musiques ou des gifs, enfin des photos, peu importe. Mais en tout cas, oui, je l'observe de l'extérieur pour l'instant et je pense que je m'y mettrai tôt ou tard, quand je trouverai que ça sera le bon moment. Mais si je m'y mets, comme dans tout ce que je fais, c'est qu'il y a du sens. Ça ne sera pas je le mets pour faire une boutique et gagner des sous. Il faut avoir une plus-value. Il faut qu'il y ait une raison de le faire en fait, plus que celle-là, quoi. Si on s'attache aux clichés, on te regarde, on regarde ton look, boucle d'oreille, casquette, look arty, ce mec il est issu des quartiers, pas du tout. Hein, tu nous parlais tout à l'heure de kitesurf, d'une éducation qui n'est pas celle des quartiers. Tu nous racontes un peu comment tu as évolué, comment tu es arrivé jusqu'à là? Oui, bien sûr, j'ai grandi dans un milieu modeste, on va dire, j'ai des parents instit, donc classe moyenne. Et en fait, j'ai toujours été comme ça, on va dire que j'ai pas changé parce que j'étais artiste ou quand j'étais photographe, je suis un mec qui va venir en costard photographier des gens connus, quoi. C'est pas moi en fait. Et alors, c'est plus facile quand tu es artiste de venir comme tu es, parce que c'est comme ça qu'on t'attend en fait. Donc tant mieux, mais je pourrais pas faire autrement. Ta première confrontation avec le monde professionnel, elle s'est faite comme éducateur, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors pour l'anecdote, le foyer où je travaillais, le patron, un jour, me fait une réflexion sur mes boucles d'oreilles. Et je me dis, mais en quoi ça peut être bien ou pas bien d'avoir des boucles d'oreilles, ça ne change pas l'éduc que je suis. Et les gamins dans la rue vont voir des gens qui ont des boucles d'oreilles, des gens qui ont des styles différents, des tatouages. Moi, j'ai pas de tatouage, peu importe. Mais dans ma tête, j'ai un peu grandi dans les sports d'eau et à la plage. Et je considère toujours mes potes et mon équipe, d'ailleurs, on se considère comme des mecs de la plage. D'accord. On est une petite équipe de surfeurs et voilà, c'est pas qu'on ressemble à ça, quoi. Le street artiste de la plage. Bon, on peut dire ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, un gars de la nature, c'est plus mon... Je m'habille comme je suis à l'aise, quoi. Proche de la nature et proche de Marseille, forcément, où tu es né, et proche de la bonne mer, où tu projettes quelque chose, sans jeu de mots. Bien sûr que mon travail me pousse à m'exporter, à faire des choses loin, mais j'essaie toujours de continuer à faire des choses en local. On a fait il y a 2 ans, parce qu'avec le Covid, maintenant on se perd un peu. Il y a 2 ans, on avait fait un projet avec des gamins de Félix Piat, donc je suis toujours en contact avec certains. Et du coup, on a fait un projet au stade. Donc j'essaie bien sûr en grandissant de taper sur des symboles plus forts locaux. Et il me reste encore un symbole fort, c'est la bonne mère. Et je cherchais un projet aussi qui était cohérent. Et on a décidé de projeter le mot rêve et le mot joie pour pousser des valeurs qui sont positives sur le socle. On ne peut pas projeter sur la bonne mère elle-même, parce que c'est trop compliqué de par ma technique. Mais sur le socle de la bonne mère, on va projeter le mot rêve et le mot joie pendant une soirée. Et on va filmer ça en drone, histoire de faire une œuvre qui déjà sera visible de beaucoup de Marseillais en live. Et surtout, après, vivra aussi par les réseaux. Et tout ça avec l'autorisation du Saint-Esprit. Exactement, tout à fait. Les voix du Seigneur, tout ça. Merci infiniment, Philippe. Merci à toi. Je te souhaite une excellente suite Merci. dans cette carrière. Merci. Bye bye.